Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et il est 17h, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien sur Westrack Radio. Bienvenue dans le Magal West. Je suis Lucie et comme chaque jour, on plonge dans l'info locale, la culture et la musique. L'info locale tout d'abord avec à Montivilliers, un hôpital unique en France qui voit le jour pour accompagner les jeunes parents. Margot nous en dira plus dans les informations locales. La météo avec un beau soleil cet après-midi et des températures toujours fraîches. On vous donne le détail dans quelques instants. L'agenda culturel entre mondial de l'impro, soirée conte et expo manga, il y en aura pour tous les goûts. Côté musique, la Ferrarock nous fait découvrir G.H.H. Potter et son album Ghost Unveiled, un voyage sonore et intrigant. Et puis en deuxième partie d'émission, un sujet plus grave. 70 enfants vivent actuellement dans la rue au Havre. Le réseau Éducation sans frontières sera avec nous pour témoigner et partager leurs revendications. 1 heure ensemble sur Westrack, c'est donc parti. On commence tout de suite avec la météo. Avant d'attaquer l'actu, voyons ce que nous réserve le ciel dans les prochaines heures. Ce soir, le soleil va se coucher à 20h27. On gagne donc 4 minutes de lumière par rapport à hier. Cet après-midi, le soleil brille, mais il fait un peu plus frais. 11 degrés annoncés, ressentis plutôt autour des 8 degrés. Et attention au vent d'est qui souffle à 27 km/h. Ce soir, le beau temps continue, température stable à 11 degrés, mais avec le vent 25 km/h d'est-nord-est. Le ressenti reste autour de 8 degrés. Demain matin, le ciel totalement dégagé avec tout de même fraîcheur intense au réveil, 4 degrés seulement, ressenti -1, vent 24 km/h et l'humidité est fixée à 74%. Dans l'après-midi pour demain, toujours du soleil, 12 degrés prévus, un ressenti un peu plus chaud, tout de même 9 degrés. Le vent reste constant à 24 km/h d'est à nord-ouest. Enfin, demain soir, quelques nuages, mais rien d'alarmant. 12 degrés au thermomètre, ressenti 9, avec un vent d'est soufflant à 23 km/h. On retrouve tout de suite les informations locales avec Margot qui nous en dit plus sur l'hôpital du jour, Les Oursons à Montivilliers, un établissement unique en France. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 1er avril 2025. Montivilliers, Les Oursons, un hôpital de jour unique en France pour soutenir les jeunes parents. Au groupe hospitalier du Havre, l'hôpital de jour parents-bébés Les Oursons propose un accompagnement unique en France pour les jeunes mamans en difficulté. Ce dispositif intégré au service de maternité et de néonatologie permet une prise en charge précoce et personnalisée des parents et de leurs bébés. Au départ du Havre, visitez la réserve naturelle de l'estuaire en bateau. Une balade sur l'eau de 3 heures à la découverte de l'estuaire de la Seine, de sa flore et de sa faune. 8 sorties de mai à août 2025 sont à réserver dès maintenant. Informations sur le site estuairedelaseine.fr et dans les offices de tourisme de l'estuaire de la Seine. Réservation sur vedette au pluriel bdeseine.fr. Près du Havre, un nouveau rond-point en chantier sur la RD 31. La route départementale 31 entre Manéglise et Épouville est en travaux depuis hier. Ce chantier d'une durée de 3 mois vise à aménager un giratoire sécurisé pour réduire la vitesse sur cet axe très fréquenté et éviter de nouveaux accidents mortels. Gonfreville-Lorcher, Féfé, chanteur et rappeur en concert le 23 mai, la billetterie vient d'ouvrir. Féfé, figure emblématique du Saiyan Supa Crew, présentera son album Hélicoptère à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher le vendredi 23 mai à 20h30. Tarif entre 14 et 3,50 €. Réservation au 02 35 13 16 54.
Expo, jeux, échanges, Autrey, une journée de sensibilisation aux troubles du spectre autistique. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui aura lieu demain, Séverine Bossac, maman d'un adolescent de 12 ans atteint de ce handicap, a organisé des animations Autrey pour faire connaître ce handicap. Ateliers, expositions et groupes de parole sont organisés demain de 9h à 17h, salle Pierre Perret, Autrey, entrée libre. Merci de votre fidélité. Le journal ne s'arrête pas là. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à tous. À la une, le Premier ministre évoque une réflexion pour faire évoluer la loi sur l'exécution provisoire. Interpellé lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, François Bayrou a fait part de ses interrogations après la condamnation à 5 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. Il assure aussi que les magistrats doivent être protégés. Le député rallié au RN, Éric Ciotti, indique lui que son groupe va déposer une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire dans les peines d'inéligibilité. Et dans le même temps, le RN organise sa riposte. Le parti veut lancer une mobilisation populaire et pacifique en soutien à Marine Le Pen. Des rassemblements sont prévus dès ce week-end, avec notamment un meeting dimanche après-midi à Paris. La députée RN condamnée l'a promis ce matin. On ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Pour Marine Le Pen, le système a sorti la bombe nucléaire. Et à l'Assemblée, toujours cette proposition de loi transpartisane pour faire évoluer la définition pénale du viol. Les députés examinent en première lecture le texte qui prévoit d'ajouter la notion de non-consentement pour les viols et les agressions sexuelles, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Dans l'actualité également cet après-midi, 48 nouvelles plaintes seront déposées demain dans l'affaire Betaram. Annonce du collectif des anciens élèves victimes de violences physiques et sexuelles dans l'établissement privé des Pyrénées-Atlantiques. Il évoque notamment une plainte pour des faits de viol en réunion commis par 2 prêtres, des faits qui sont a priori tous prescrits. Les nouvelles rassurantes du pape François, le Vatican évoque une légère amélioration de son infection pulmonaire. Ses examens médicaux sont normaux. Le pape est toujours en convalescence après avoir été hospitalisé pendant plus d'1 mois. Enfin, un trophée de plus pour Louis Bielbiarré. L'ailier du 15 de France et de Bordeaux a été sacré meilleur joueur du tournoi Destination. Il avait inscrit cette année 8 essais lors des 5 matchs des Bleus dans la compétition. Et il succède à Antoine Dupont, lauréat de ce trophée en 2020, 2022 et 2023. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Très bonne fin de journée à notre écoute. Et une petite mise en garde pour ce 1er avril. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée des poissons collés dans le dos, mais surtout des infos, des fake news. Alors attention à ce que vous pouvez lire ou entendre sur les médias. Allez, nous en tout cas on se tourne en ce 1er avril vers les événements à ne pas rater avec au Petit Théâtre le Mondial de l'Impro. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et oui, ce soir au Petit Théâtre, c'est le retour du Mondial de l'Impro, 28 rue du Général Sarail. À 20h ce soir, le Mondial de l'Impro démarre 5 jours de folie avec des artistes venus de France, Belgique, Québec, Suisse et Italie pour un spectacle totalement imprévisible. Le tarif est fixé à 8, 10 ou 14 euros. Ce soir, cette fois-ci à Montivilliers, à 18h30, à la Maison de l'Enfance et de la Famille, rue des Grennetiers, une soirée conte pour enfants sur le thème « Ce que les vents d'Asie nous racontent ». De belles histoires à écouter en famille. Et c'est totalement gratuit, participation au chapeau à 18h30. Et enfin, on part à Harfleur pour demain au musée du Prieuré avec une expo et atelier dessin, satou, fouillou et le manga. Cette exposition dure jusqu'au 27 avril, mais demain c'est un atelier dessin qui vous attend et vous retrouvez cet événement sur inscription à partir de 12 ans. Voilà de quoi bien occuper votre fin de journée et surtout votre journée de demain. Place à la musique avec la découverte Ferrarock du jour. Aujourd'hui, on découvre G.H.H. Potter avec un nouvel album, Ghost Unveiled, un son entre l'électro, le rock et l'expérimentation sonore, avec des influences entre Tom York et James Blake et bien sûr une touche personnelle. On écoute un extrait de l'album avec cette découverte Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Il
Il y a des artistes qui prennent la musique comme un refuge, un espace où les âmes errantes trouvent un écho à leurs tourments et à leurs espoirs. J.J.H. Potter fait partie de ceux-là. Sa folk, à la fois intime et universelle, se faufile dans les interstices de nos émotions, tissant des mélodies épurées et des textes d'une sincérité bouleversante. Entre douceur et fêlure, il écrit comme on se confie, à voix basse, mais avec une intensité qui résonne longtemps. Cette semaine, du 31 mars au 6 avril 2025, la Ferrarock met à l'honneur cet artiste qui, après Low Tide, revient avec un nouvel album, Ghost Unveiled. Dans ce projet, J.J.H. Potter explore les fantômes qui hantent nos existences, qu'ils soient ceux de notre passé ou ceux d'une société en quête de sens. Fidèle à son approche brute et authentique, il enregistre à l'automne 2023 au studio Kerwax avec une ambiance entièrement analogique, capturant chaque frisson, chaque silence, chargé d'émotions. Entre confidences murmurées et envolées mélodiques, Ghost Unveiled évoque la peur, la solitude, mais aussi cette lumière fragile qui persiste même dans l'obscurité. Son jeu de guitare aérien et sa voix empreinte de vulnérabilité rappellent les grands noms de la folk introspective quelque part entre Nick Drake, Ben Howard et Elliott Smith. Sometimes you see darkness in your daytime. Oh, I could have told you. That's just fine. The reason flick out, there'll always be someone. The reason to despair, here now. The reason freak out, there'll always be someone. The reason to despair. I'm so close, you don't see me, neither hear me. So just open your eyes and let it go. That's your time, you're free. The reason freak out, there'll always be someone. The reason despair, here now. The reason freak out, there'll always be someone. The reason despair, here now. Here, here now. Here. Here now, I'm here.
so cruel to the friend that I love. Don't deserve to be hurt to such degree. There's no good reason to suffer like that. Can't find the words to tell you how I feel. No state of mind to describe my pain. Today Mother Nature calls us to order. Small but love will make us stronger. This song doesn't need to belong. Just wanna tell you how deeply it hurts me. Going back to the place where we belong. Everybody knows it's just gone for a long sweet sleep. Can't find the words to tell you how I feel. There's no state of mind. Ghost Unveiled n'est pas un simple album, c'est une expérience sensorielle où la musique devient un miroir tendu vers nous-mêmes. J.J.H. Potter ne triche pas, il chante ce qui est brut, ce qui est vrai, ce qui fait vibrer les âmes en quête d'émotions pures. La Ferra Rock nous invite à nous laisser porter par cette folk contemplative et poignante, à fermer les yeux et à écouter ces histoires qui en filigrane racontent un peu de nous. Un album à savourer lentement, comme une lettre écrite à cœur ouvert. Du 31 mars au 6 avril 2025, Ghost Unveiled de J.J.H. Potter est à découvrir sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h17 sur Westrack Radio. Merci d'écouter le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui jusqu'à 18h, on recevra aujourd'hui le réseau Éducation sans frontières qui va nous parler d'un constat alarmant. Plus de 70 enfants sont actuellement à la rue au Havre. Ils vivent dans la rue. On pourra découvrir notamment le quotidien d'une maman qui nous expliquera à quel point cette situation est compliquée, même quand il y a des solutions de secours. Le RESF sera donc avec nous tout à l'heure. Le temps de découvrir avec JB le Tejo. JB nous emmènera donc dans l'univers de ce sport traditionnel colombien. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharron, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Vous voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant,
un petit verre. Après, ça devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus Maya, Inca, Muisca, ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent, donc déjà c'est pas foufou, sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc disons-le, c'est une vie assez nulle. Le terreau dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, la tribu Muiscas, entre 2 vers de Chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le turquémé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyaca et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, j'en vais donc vulgariser la vulgarisation. Turquémé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de turquémé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils n'avaient aucun problème d'inflation. Déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécas. La face du monde, on aurait été complètement changé, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion, celle de christianiser, ou dit autrement, d'imposer une idéologie. Au moins, dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de turquémé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le 2e sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turméké devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais 2 mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais,
Je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte, la seule restriction, ça pourrait être l'âge. Le terreau se joue majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée. Ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécasses, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le fou dingo, séparé de 17,5 m de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile, de la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, enfin de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mecas, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un méca, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un méca pour le valider? Eh bien, la réponse est non. Pour valider un méca, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau lace qui renverse les parties, la monona. 9 points, un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au méca autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football à FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Le tennis a vu s'affronter Nadal, Federer, le terreau Boyacá, Cundinamarca, des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres. Alors, en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal L'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux. Il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif, certes, mais assez sympa. Moi, je lance une levée de fonds.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé, une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture, en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine. Merci JB pour cette découverte. Aujourd'hui dans le Magal Ouest, nous nous intéressons à une question de société importante. Plus de 70 enfants sont actuellement dans la rue. Ils vivent dans la rue, pourtant vont à l'école ou un quotidien d'enfants avec des problèmes d'adultes. Plusieurs enseignantes du réseau Éducation sans frontières, le RESF, viennent nous rejoindre dans le studio, ainsi qu'une maman qui va témoigner de son quotidien, la difficulté de trouver des solutions qui ne sont pas précaires et temporaires. Tu viens, chérie? Tu viens, Marie? Tu viens, Marie? Vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest et on est en deuxième partie d'émission. On va parler d'une situation alarmante qui touche Le Havre. Près de 70 enfants dorment actuellement dans la rue, faute de solutions d'hébergement. Un chiffre accablant qui soulève de nombreuses questions sur la politique d'accueil des familles sans abri et la réponse des pouvoirs publics. Pour en parler aujourd'hui dans le Magal Ouest, nous recevons aujourd'hui Christelle Agnès Charline, enseignante et membre du réseau Éducation sans frontières, le RESF, et Félie qui vient témoigner de ce dispositif. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous sur Westrack. Bonsoir. Bonsoir.
Alors ce chiffre avancé par RESF est édifiant, 70 enfants à la rue au Havre. Comment est-ce qu'on est arrivé à une telle situation ? On est arrivé à cette situation ne serait-ce que par le dénombrement, le comptage en fait de ces élèves. C'est vrai que là on arrive actuellement à 70 élèves. L'année dernière on en comptait environ 50. Parce qu'au fur et à mesure, on arrive à repérer ces élèves et leurs familles un peu plus, et parce que notre action se fait un peu plus connue sur le Havre également. Mais c'est une situation qui dure depuis un certain temps et qui va, de toute manière, là visiblement, de ce qu'on constate, en s'aggravant. Les chiffres augmentent au fur et à mesure. Il y a aussi le manque de places, des places insuffisantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les difficultés rencontrées au quotidien par les familles ? Comment est-ce qu'elles font justement pour peut-être vous alerter ? Merci pour la question. Moi, je vais dire que nous les parents, nous sommes vraiment très tristes pour cette situation que nous nous sommes retrouvés. Donc, nos enfants étudient. Ils ont vraiment envie de bien étudier dans de bonnes conditions, mais sauf que nous manquons des logements. Il n'y a pas de logement depuis que nous sommes déboutés de notre demande d'asile. Donc, on n'a pas d'hébergement, mais les enfants sont là, ils étudient, mais ils ne savent pas, on étudie, mais on va dormir où? Donc, c'est vraiment compliqué pour nous les parents parce qu'on ne travaille pas, on ne sait pas comment avoir des logements. On dort chez les amis, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette et tout et tout. Des fois, on nous donne des logements de 2 semaines, mais ça peut passer même après 4 mois, 5 mois. Et si on vous dit il faut appeler les 115, ça ne passe même pas. On vous dit d'aller dormir dans le gymnase. Donc là, c'est encore plus pur. Parce qu'il y a même des gens qui sont malades, il y a des gens qui dorment à la rue, vous dormez, tu vois, ça stresse les enfants. Les enfants sont vraiment traumatisés. Alors, ce sont des enfants qui aiment bien l'école, mais la situation que nous nous retrouvons, en tout cas, on ne sait pas expliquer comment est-ce que nous allons arriver où avec cette situation. Donc, c'est ça vraiment notre préoccupation. Si vraiment il devrait y avoir moyen d'avoir les logements pour surtout les parents qui ont des élèves qui étudient, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas de droit de travail, on ne peut pas avoir des logements, c'est compliqué pour nous les parents. Le 115, c'est un numéro d'urgence, mais c'est difficile d'avoir justement accès à cette plateforme ? C'est très difficile, trop difficile même. Ils peuvent appeler beaucoup de fois sans réponse en fait. Même toute la journée. Toute la journée. Vous imaginez déjà appeler pour un rendez-vous de dentiste, comment c'est pénible. Alors là, c'est toute la journée sans qu'on prenne l'appel ou quand on vous propose rien en fait, même si vous avez l'appel. Et du côté de la mairie, de la préfecture, on parle d'un manque de vérification des chiffres et de places disponibles en hébergement d'urgence. Comment est-ce que vous répondez à ces affirmations ? En fait, la mairie et la sous-préfecture, ils se cachent derrière ils nous mènent une bataille des chiffres. En fait, nous, on pense qu'on est en dessous de la réalité, parce qu'on essaie vraiment de faire un travail conjoint avec les collègues dans les établissements, donc vraiment au plus près du terrain. Donc cette bataille de chiffres, elle n'est pas recevable, elle est plutôt scandaleuse. Et de toute manière, même s'il y avait qu'un seul enfant à la rue, ce serait déjà intolérable. Ensuite, la sous-préfecture, elle ajoute que en fait, ces familles n'appellent plus le 115 et sont hébergées par des tiers. Et donc, elles ne font plus partie des familles sans solution d'hébergement. Donc c'est vraiment des réponses très très cyniques et qui n'essaient pas du tout de trouver de solution par rapport aux difficultés de ces familles. Il faut savoir que la sous-préfecture, elle, ne répond pas à nos demandes de rendez-vous, par exemple. C'est ce que vous disiez, Félie. Habiter chez des amis, c'est temporaire, on n'est pas bien. Peut-être qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, c'est temporaire, on ne peut pas y rester non plus. C'est pas une vraie solution, on est bien d'accord. Ouais. C'est pas vraiment une solution parce que c'est compliqué. C'est chez les amis, il peut te dire, tu restes là la nuit comme ça, il peut te dire, tu sors, hein. Il y a je connais même une amie, lui il était là avec ses enfants et puis les enfants, tu sais les enfants font des bruits, tu peux pas les arrêter. On lui a dit non, tu dois libérer la maison. Tu vas faire comment? Tu vas dormir à la rue avec les enfants? C'est pas la justice ça. Donc c'est compliqué.
Et puis moi je voulais ajouter, donc la mairie elle met en avant qu'ils ont créé 20 places supplémentaires dans le gymnase Jacques Monod. En fait ce gymnase il est ouvert lors du déclenchement du plan Grand Froid. Donc c'est vraiment très court et il faut savoir que dans ce gymnase en fait se retrouvent, c'est ce que disait Félie, se retrouvent toutes les personnes en situation de précarité et donc c'est compliqué quand on est une maman avec des enfants, même si ils ont mis en place un système de tentes. On entend quand même ce qui se passe à l'extérieur et donc ça crée beaucoup d'angoisse chez les enfants et aussi chez les mamans qui du même coup n'arrivent pas à dormir ces nuits-là. Ça veut dire que quand il fait moins froid, c'est pas scandaleux de laisser des enfants avec leur famille à la rue ? Quelles sont aujourd'hui les principales actions menées par RESF pour venir en aide à ces familles ? Alors, parmi les actions que l'on mène, il y a des actions à destination des familles pour faire connaissance avec elles et puis pour leur montrer notre soutien, comme des goûters solidaires, par exemple, de l'aide aussi matérielle au sein des établissements qui sont où sont scolarisés les enfants, parce que au quotidien, il y a besoin de produits d'hygiène, il y a besoin de denrées alimentaires, notamment. Et là, c'est plutôt une démarche des enseignants, démarche personnelle. Voilà, c'est des démarches locales, oui, par les enseignants, et par certains parents d'élèves aussi, des groupes scolaires qui se mobilisent. On organise aussi des actions qui visent à informer et sensibiliser le public, comme par exemple en fin d'année dernière, on a organisé une contre-vitrine de Noël près de la mairie, histoire de mettre en avant la situation des familles en cette période qui était censée être festive, mais qui ne l'était pas pour tous. On est un réseau, on est un collectif, donc on est en lien avec d'autres associations, et on se retrouve aussi sur de nombreuses manifestations en soutien aux migrants, ou la manifestation pour la journée internationale de lutte contre le racisme. Et puis on a aussi un autre volet d'action. On s'adresse à la mairie, à la sous-préfecture, pour justement dialoguer et essayer de trouver des solutions. Nos demandes ne sont pas toujours entendues et on a pu l'évoquer tout à l'heure. Les réponses qui nous sont faites sont parfois empreintes d'une certaine mauvaise foi, voire de remise en cause d'une réalité que l'on constate sur le terrain au quotidien. Et on entame aussi d'autres types de démarches comme par exemple le recensement des logements vacants pour montrer encore une fois qu'il y a des solutions sur le territoire havrais pour héberger. Alors je sais plus si on l'a dit, mais il y a plus de 70 élèves, mais ça ne représente au total, au final, qu'une trentaine de familles. À l'échelle du Havre, c'est extrêmement facile de trouver des logements et de les mettre à disposition des familles pour arrêter avec les solutions temporaires d'hébergement séquentiel de 2 jours, 3 jours, 15 jours, ou alors lors du plan Grand Froid, la fameuse non-solution du gymnase. Donc en fait, les solutions potentiellement sont là. On a même écrit des lettres aux bailleurs sociaux pour essayer d'avoir des logements, en fait, mais on n'a pas de réponse. Oui, parce que vous avez recensé une trentaine de logements vacants dans la ville qui pourraient être mis à disposition. Et pourquoi, selon vous, ces logements ils ne sont pas mobilisés ? Ce sont des questions politiques en fait, c'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu d'un ping-pong entre la mairie et l'État. C'est-à-dire que la mairie nous renvoie toujours que c'est de la responsabilité de l'État, ce qui est vrai. Nous, ce qu'on essaye aussi, c'est que la mairie prenne ses responsabilités, parce que dans d'autres endroits en France, les mairies ont pu mettre à disposition des logements vacants pour héberger ces familles-là. Localement, les collectivités locales ont le droit, le pouvoir de réquisitionner des logements. La France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Mais la réponse qui nous est faite là, c'est que donc cette Convention internationale des droits de l'enfant stipule notamment que les enfants ont droit à un logement, ont droit à une vie familiale, à l'école bien sûr aussi, et puis à des conditions de vie dignes. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Un enfant ne peut pas vivre dignement en situation précaire et en se demandant au jour le jour où il va dormir, comment il va pouvoir s'organiser, etc. Et à ce titre, on a aussi justement lancé des démarches, notamment auprès du défenseur des droits, pour remettre cet aspect-là en lumière. Ce sont les droits des enfants qui ne sont pas respectés. Le droit au logement est un droit de toute manière inconditionnel. Et malheureusement, nos interlocuteurs renvoient les enfants à la situation administrative de leur famille. Quand bien même, là encore, ce serait pas acceptable de constater que des personnes dorment à la rue sans que les pouvoirs publics ne les mettent à l'abri de façon pérenne. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas des places d'hébergement d'urgence, c'est-à-dire qu'on veut que les enfants ils puissent se poser dans un endroit et qu'ils sachent que le soir, ils retrouveront cet endroit-là, ils pourront poser leurs affaires. C'est-à-dire que là, ce sont quand même des enfants qui vivent avec leur vie dans un sac. Voilà, donc comment on fait ses devoirs, comment on peut installer ses jouets. Donc c'est vraiment là-dessus, nous, qu'on essaie de mener la bataille. C'est pour que ces enfants ils puissent avoir un repère fixe le soir. Quand ils sont hébergés par le 115, par exemple, c'est jamais tout proche de l'école. Et ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de temps de transport pour venir à l'école. Je voulais vraiment saluer la force des mamans, notamment, parce que ces enfants, ils sont là tous les jours à l'école, à l'heure, et c'est vraiment un lieu qui est investi par ces familles. Et donc, les transports, ça a un coût. C'est-à-dire que l'abonnement solidaire, il est à 12,50 €. Et un enfant doit prendre un abonnement à partir de 4 ans. Donc, ce sont des coûts énormes pour ces familles. Ça fait partie des mobilisations que les collègues dans les écoles mènent pour constituer des collectes et essayer de soulager les familles à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des témoignages de familles qui illustrent concrètement cette précarité et cette détresse ? Ophélie, vous voulez peut-être reprendre la parole ? Oui, merci. Moi, je dirais, par exemple, quand on nous donne les logements plus loin de là où on nous a restés chez les amis, c'est encore très compliqué pour les enfants parce que tel que moi, j'ai 3 enfants, ils n'étudient pas dans une même école. Il y a 2 qui sont au lycée et puis différentes sortes de lycées et puis l'autre au collège. Et quand on nous dit d'aller plus loin, les enfants doivent se réveiller très tôt encore par rapport à l'heure qui se réveille là où on a l'habitude peut-être de dormir. Donc, il faut amener encore des bagages, les cahiers, tout. Donc, c'est impossible. Donc, c'est compliqué. Peut-être là aussi, vous irez, il n'y a pas une bibliothèque à côté. Donc, il faut qu'ils aillent là où ils ont l'habitude d'aller. C'est compliqué pour les filles. Il n'y a pas aussi l'Internet, vous voyez, c'est vraiment compliqué. On est en train de traumatiser les enfants. Ils ne savent pas, des fois, ils disent même, ah maman, moi là-bas, je ne veux pas partir. Je vais faire comment ? Je vais me réveiller à quelle heure ? Comment je vais faire mes devoirs ? Comment je vais faire ceci, cela ? Donc, on traumatise encore les enfants de plus en plus. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose vraiment de bon. Vous parlez donc c'est très compliqué. De traumatisme. Justement, j'avais une question sur le développement psychologique, l'impact aussi, et l'accès aux soins, parce que c'est aussi des questions importantes. Quel impact on peut imaginer sur un enfant qui justement a cette inquiétude, ces problèmes d'adultes, de se dire où est-ce que je vais dormir le soir ? Alors après, ça dépend des enfants. Il y a des enfants en fait qui font de l'école une bulle de protection, et puis il y en a d'autres, ça développe une agitation. Ce qui est dramatique, c'est qu'on voit que ces situations, elles s'éternisent. Il y a des familles qu'on suit depuis plusieurs années. Ça nous semble très long, mais à l'échelle d'une vie d'enfant, c'est encore plus gigantesque en fait comme période. Donc oui, nous nous inquiétons au sujet des conséquences sur leur santé mentale et sur leur santé psychique. Effectivement. Comment est-ce que le grand public peut se mobiliser pour aider ces familles et soutenir le réseau ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, pour aider ?
Mais rejoindre le réseau Éducation sans frontières, être présent quand on fait des manifestations, interpeller les autorités locales, l'État, pour qu'il respecte ses devoirs, ses engagements envers ses enfants et leurs familles. Comment est-ce qu'on peut rejoindre le réseau ? Est-ce qu'on peut vous contacter ? Est-ce qu'il y a un site, une page Facebook ? Oui, il y a une adresse mail, c'est resflh.2023@gmail.com. Le site, c'est le site national, le site RESF national, sur lequel on peut retrouver des informations. Mais voilà, on n'a pas de site dédié à l'antenne du Havre. Voilà. Parce qu'on n'est pas trop calé en informatique. En tout cas, sur le site, on peut retrouver les onglets en effet par ville et retrouver l'adresse mail pour Le Havre. Je la remettrai en description de ce podcast. En tout cas, on se réunit une fois par mois, soit le lundi, soit le mardi. Donc, les gens qui souhaiteraient nous rejoindre nous envoient un mail et puis on communiquera les dates. On peut aussi être simple correspondant, c'est-à-dire qu'on reçoit nos informations et on est présent quand il y a besoin de. Et une autre façon d'aider aussi, c'est d'être à l'écoute, d'être vigilant sur la situation dans les écoles, et puis relayer, parce qu'en fait, on se rend compte que qu'il est parfois difficile d'être au courant de la situation des familles. Les familles essayent, comme Christelle l'expliquait tout à l'heure, voilà, tout le monde arrive à l'heure, tout le monde. Y a pas de. Il faut vraiment dialoguer avec les familles pour être au courant et être en confiance aussi, pour que les familles se confient sur leur situation. Donc, il faut vraiment réussir à relayer également les informations ou faire la passerelle entre des familles qui éventuellement ne connaîtraient pas le RESF, ou voilà, faut diffuser cette information. Et aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de l'hébergement, mais on a aussi certaines craintes actuellement par rapport au droit à la scolarisation, qui est peut-être en train d'être fragilisé progressivement, notamment pour les élèves de lycée. Donc voilà, il faut vraiment rester sur ces différents sujets-là en état de veille, et puis éventuellement faire un pas vers le RESF pour en discuter si certaines choses semblent peut-être inquiétantes. Un dernier mot pour interpeller les auditeurs et peut-être les élus de la ville qui pourraient nous écouter sur cette situation. Pourquoi c'est important d'en parler ? Pourquoi c'est important d'agir ? Certaines mairies trouvent des solutions. Certaines mairies sont prêtes à réquisitionner des logements vacants. Certaines mairies mettent des moyens en œuvre pour faciliter la vie de ces familles. Localement, ce n'est pas ce qu'on constate, et c'est justement notre appel. Moi aussi, je pourrais ajouter vraiment que l'État puisse revoir encore nos dossiers, dans les manières où il y a d'autres gens qui ont fait leurs études, ils peuvent mieux travailler s'ils ont le titre de séjour et s'occuper de nos enfants. Je remercie le professeur qui est en train de faire vraiment un grand travail depuis, malgré qu'on n'a pas de suite. Mais dis-moi, en tout cas, s'il y a vraiment moyen qu'il revoie un peu vraiment nos cas, ça sera une bonne chose pour l'avenir de nos enfants. On va s'occuper bien de nos enfants. Ils seront dans une pied de même égalité que d'autres enfants aussi qui étudient. Nos enfants manquent même, ils ne peuvent même pas aller dans des vacances. Donc nous sommes vraiment limités. Donc voilà. Moi je dirais aussi que c'est inacceptable dans notre pays de savoir qu'il y a des enfants et leurs familles qui n'ont pas de logement. Ce sont pas des familles qui viennent en vacances. Ce sont des familles qui fuient leur pays parce que soit pour des raisons de guerre, de torture, de famine, de violence à tout niveau. Donc on se doit de les accueillir dignement. Et je pense que en ce moment, il est très important qu'on exprime d'autres idées que celles qui sont en train de se propager au plus haut niveau de l'État, puisque quand on entend notre Premier ministre François Bayrou qui parle de submersion migratoire,
il faut vraiment mettre un stop et créer un rapport de force qui permette d'inverser cette tendance vers la propagation des idées d'extrême droite. Et puis je voudrais bien que Félix dise combien elle touche d'argent par mois pour dire que c'est pas du tout des gens qui profitent du système. 75 €. C'est 75 € qu'on nous donne chaque mois. Pas par personne, par famille. Pas par personne, mais par famille. Vous imaginez, on va faire quoi avec ça? C'est compliqué. Merci d'avoir partagé avec nous la réalité de ces familles en détresse et de nous avoir éclairé sur les actions de RESF. On le rappelle, le site, l'adresse mail. N'hésitez pas à aller voir tout ça. La situation au Havre comme ailleurs en France pose une question essentielle. Que faisons-nous pour protéger les plus vulnérables? Un débat qui, on l'espère, trouvera des réponses concrètes et rapides. Merci en tout cas pour votre temps et pour votre combat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement dans le Magal Ouest. Je vous dis donc à demain pour un nouveau numéro.